Alors, on va peut-être d'abord parler de l'homme, avant du bilan politique, et je me tourne vers vous, Catherine Ney, quel souvenir gardez-vous ? Mais comme quelqu'un de très courtois, en tous les cas avec les journalistes, et si vous voulez, c'était quelqu'un qui était très courtois, mais on arrivait mal à le percer. C'était toujours Claude Allègre, le très sympathique ministre de l'Éducation nationale, qui disait, mais vous savez, il y a Lionel et Gilles Jospin. Lionel, il est très amusant, vif, enjoué, on rit avec lui, puis Jospin, c'est plus difficile, et il n'est pas tout à fait toujours gentil avec ses amis, il est sectaire. Et c'est vrai que, honnêtement, pour les journalistes, et moi qui n'étais pas du sérail de gauche, je voyais plus souvent Jospin que Lionel. Voilà. Mais je l'avais aperçu de temps en temps dans des déjeuners. C'est un homme tout à fait courtois. Et surtout, c'est un homme qui avait des convictions. C'était sûrement de tout l'entourage de Mitterrand celui qui était, disons, le plus à gauche, foncièrement à gauche, avec l'idée que s'il arrivait au pouvoir, il voudrait enfin faire surgir le grand homme de gauche du siècle, parce qu'après tout, il le disait Blum, il restait qu'un an au pouvoir, donc il n'a pas pu, il en reste les congés payés et tout ça, mais c'était un an après, il a été remercié, et il estimait que le candidat Mitterrand, avait été, tout ce qui était le mieux chez Mitterrand, c'était entre 71 et 81. Il l'a dit dans un colloque, d'ailleurs il s'est fâché avec les mitterrandistes, et il trouvait qu'il n'avait pas appliqué les 110 propositions, et notamment sur les 35 heures, il s'était contenté des 39 heures payées 40, et pour lui, c'était pas bien. Voyez, et c'était un homme qui n'aimait pas l'entreprise, qui m'avait dit un jour, moi je ne pourrais jamais être patron dans une entreprise, sauf avec Jean-Luc Lagardère, qu'il aimait beaucoup. Mais c'était le seul qui l'autorisait, je ne sais pas pourquoi. Voyez, donc c'était quelqu'un qui est arrivé au pouvoir tout à fait de manière... c'est toujours les circonstances qui font ça, parce que c'était en 93, quand je fais un peu de pardon, je peux parler, oui. En 93, il était député de San-Gabel, il a été battu dans les législatives de 93. Après, c'était Rocard qui était le premier secrétaire, et c'était lui qui était tout désigné pour être le candidat du socialiste au présidentiel de 95. En 95. Oui, et puis il s'est trouvé qu'en 94, il a commis l'erreur. D'ailleurs, Lionel Jospin lui avait dit, tu fais une erreur de se présenter aux européennes. Où Bernard Tapie est devant. Et Mitterrand a poussé Bernard Tapie à aller contre lui, donc il a démissionné. Donc il s'est trouvé, par un hasard, en 95, à faire une campagne, sachant très bien qu'il ne serait pas élu, parce qu'après 14 ans de socialisme, les Français avaient envie de changer, que ça serait Chirac, et même Mitterrand trouvait que c'était le tour de Chirac. Voilà. Bon, donc ça avait été une campagne... Mitterrand n'aimait pas, mais c'est-à-dire... Jospin, il n'aimait pas, c'était pas la même fibre. C'est-à-dire que d'abord, Jospin n'a jamais été un courtisan, à l'inverse de tous les autres, à l'inverse de Fabius, d'Attali. D'ailleurs, quand on les voyait arriver, quand ils avaient leur bureau, place du Palais Bourbon, c'était très drôle. Quand Mitterrand marchait, que c'était Fabius ou Attali, ils étaient contre lui, là, comme ça. Tandis que l'autre, il marchait, c'était un sportif qui avait fait il avait fait du basketball avec Étienne Moujotte. Il avait fait du basket. Il s'était connu à Sciences Po. Voilà, il était droit à côté, vous voyez, comme son aide de camp, mais avec une distance. Et puis peut-être que Mitterrand, il rigolait pas tout à fait avec lui, mais il trouvait qu'il était utile. Mitterrand aimait bien de temps en temps des personnalités, un peu fripouilles. Oui, et puis il avait, il l'avait envoyé en débat contre Marché, qui lui avait dit le fameux dossier de l'écran où Marché lui avait dit mais il n'y a plus d'ouvriers chez vous. Et il lui avait dit, écoutez-moi, monsieur Marché, ce matin je faisais des cours, je travaille, et vous n'avez pas travaillé depuis 30 ans. Et l'autre, il avait été mouché. Et alors moi, j'ai lu dans le livre d'un confrère qui a fait un livre sur Lambert, des trotskistes, que c'était Lambert. Parce que c'est ça on va parler, mais on va en parler après la pause, voilà. Catherine. Donc, si vous voulez... La partie Lambert et la partie trotskiste, parce que c'est quoi le trotskisme ? C'est de l'entrisme. Oui. Donc, et en plus, c'est la même fibre que Mélenchon. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux lambertistes. Tous les deux. Bon, est-ce que Mélenchon et Jospin, manifestement, on ne peut pas dire que ce soit les mêmes, mais ils sont issus du même moule. Donc vous allez nous dire ce que vous en pensez dans un instant. Moi, j'ai beaucoup entendu la rigueur, l'intégrité de Lionel Jospin. Je ne veux pas la remettre en cause, mais c'est un trotskiste. Un trotskiste, c'est de l'entrisme. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on est quand même masqué quand on fait de l'entrisme. Donc vous nous expliquerez cela. Nous sommes également avec André Vallini et puis notre petite troupe habituelle, et notamment
le jeune Gauthier Lebret qui n'était pas né, figurez-vous. Quand En 95, vous n'étiez pas né. Je suis né, alors merci, j'ai encore le droit de réaffirmer la vérité. Je suis né le 2 juillet 95. Oui. Donc j'ai connu les années Jospin. Et j'en garde un souvenir ému. Voilà. Non, je rigole. Mais vous n'avez pas voté. Non, j'ai pas voté. Mais moi, j'ai grandi avec un père qui me disait toujours, qui était un libéral, et j'ai grandi donc dans cette idée que Jospin avait ruiné la France avec les 35 heures. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on salue aujourd'hui, il y a un délai de décence, et évidemment, il faut respecter l'homme qui est décédé, mais je le répète très souvent, tous les choix qui ont été faits entre 81 et 97 nous mettent dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je n'y peux rien. En 89, sur Creil, Jospin n'a pas eu la vision qu'on aurait aimé qu'un grand homme d'État puisse avoir. Mais la naissance de sortir, est-ce qu'aujourd'hui les gens ne font pas ? Même quand ils se plantent, les gens ne partent pas et continuent et remettent une pièce dans la machine. On peut au moins lui reconnaître ça. J'entends ce que vous dites, mais il avait quand même dit qu'il n'avait rien à faire de l'islam. Mais bien sûr, il a dit j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Il n'a pas vu le danger XXL que le communautarisme se mettait en place. 16h12, on marque une pause et on est avec André Valigny. Il a travaillé avec Lionel Jospin et puis avec Catherine Ney, évidemment, qui était et qui est journaliste, qui dans ces années-là était proche du pouvoir, disait-elle, plus proche du pouvoir en tant que journaliste. C'est-à-dire que vous côtoyez au quotidien. J'étais pas proche du pouvoir, mais des pouvoirs. J'étais proche du pouvoir, mais le pouvoir était... Non, mais je vais vous dire, là, c'est vrai que je ne suis pas à gauche, ça se saurait. Mais je n'étais pas... Je n'allais pas tous les soirs dans les ministères pour chercher ce que je devais dire. Bon, voilà. Le lambertisme, une femme libre. Le lambertisme et le trotskisme. Oui. Pour Jospin. Lionel Jospin a été lambertiste. Alors, vous savez, il a fait l'ENA, je vais vous raconter. Il était à l'ENA et il s'est trouvé au Quai d'Orsay avec Arnequin Sellière. Vous savez, ils étaient dans le même bureau, le baron, tous les deux, et ils avaient un même téléphone. Et donc, quelquefois, ça sonnait, et alors, c'était Sellière qui décrochait. Allô, Lionel, ce soir, la réunion, comme on a dit, et tout ça, bon. Mais ça doit être pour toi. Et alors après, quand c'était Jospin qui décrochait, Arnequin, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Il y a une boum, il y a un truc comme ça c'est pour toi. Bon, ils en riaient, voyez. Mais lui, il n'imaginait pas du tout, Sellière, ce que ça voulait dire. En tous les cas, c'était une voix assez sinistre. En tous les cas, il avait l'air de militer le soir. D'ailleurs, ils étaient ensemble en 68 au Quai d'Orsay. Et oui, 68 n'intéressait absolument pas Jospin. C'était pas son monde. C'était des bourgeois qui faisaient les cons sur les boulevards, c'était pas la ligne trotskiste. Qu'est-ce que ça dit de Lionel Jospin, cet engagement trotskiste ? Je n'en sais rien, parce qu'il a toujours menti. Il a dit non, c'était mon frère. Bon. Et puis en fait, il a fini par l'avouer ou sans l'avouer. En tous les cas, ce que lui ont reproché par exemple Roland Dumas, c'est d'avoir été en même temps trotskiste, d'aller chez les trotskistes et d'être en même temps premier secrétaire du PS. Alors qu'est-ce qu'il voulait obtenir ? Qu'est-ce qu'il voulait d'entrisme pour le compte de Lambert? Qu'est-ce qu'il voulait? Il faisait sûrement, il racontait à Lambert ce qui se passait dans le parti, parce que Cambadélis, qui a été très proche de Lambert, raconte que c'était quelqu'un qui voulait tout savoir, il savait tout sur tout. Et l'image d'intégrité par rapport à ce que vous nous dites, elle est un peu écornée quand même. L'image d'intégrité, vous voyez, on peut idéologiquement, il se trompait, et il a continué à se tromper longtemps, mais c'est aussi qu'il ressentait une gêne puisqu'il ne pouvait pas l'avouer. Donc d'avoir menti, d'être obligé d'avoir menti, et que le Monde ait fait des papiers pour dire mais comment, il y a toutes les preuves qu'il l'était, il a menti, c'était quand même une tache sur le costume, il avait menti. Et pourquoi a-t-il menti? Ça, c'est son histoire intime, j'en sais rien, comme si c'était quand même quelque chose qui devait rester secret, parce que les trotskistes ne se connaissaient pas par leur nom réel, ils avaient des surnoms, c'était Lambert qui avait monté tout un circuit, une sorte de secte sur lesquels il s'est absolument engraissé, il a pu faire des achats d'immeubles dans tout Paris, dont d'ailleurs Mélenchon profite encore aujourd'hui, sur certains. Donc c'était un petit bonhomme qui ressemblait à rien et qui avait créé une secte. Et je vais vous dire aujourd'hui, vous voyez des gens qui sont cinéastes, tout ça, qui ont été trotskistes dans leur vie, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est leur mystère à eux. Pourquoi est-ce qu'ils ont été séduits par cette chose un peu comme ça, je sais pas, j'ai aucune idée. C'est souvent une aspiration de jeunesse, une forme de romantisme de gauche
D'ailleurs, la première femme de Jospin n'en pouvait plus de ces réunions où il n'était pas là et elle appelait les trotskistes les trop tristes. Voilà. Oui, elle n'avait peut-être pas tort. Alors, André Valigny, et là, c'est un témoignage différent. Comment vous rencontrez Lionel Jospin ? Complémentaire. Comment vous rencontrez Lionel Jospin et quel rapport avez-vous d'abord sur l'homme qu'il était ? J'ai connu à la fois Lionel et Jospin, surtout Jospin, mais un peu Lionel. La première fois que je l'ai rencontré de façon personnelle et rapprochée, si j'ose dire, c'était chez Gisèle Halimi, dont j'étais l'assistant parlementaire en Isère. Elle avait été députée en 81, parachutée par Mitterrand, et j'avais fait sa campagne, j'étais son assistant. Et un jour, elle m'invite à monter à Paris pour dîner avec Jospin, premier secrétaire du Parti Socialiste. Donc j'étais très impressionné de dîner chez Gisèle Halimi avec le premier secrétaire de mon parti, et il se trouve qu'à ce moment, j'étais jeune, j'aimais bien les jolies filles, et à ce moment-là, je sortais avec une très jolie fille. Gisèle Halimi était au courant dans ma circonscription, elle était d'une ville voisine de la mienne, mais elle était de droite. Et Gisèle Halimi ne supportait pas que je sorte avec une fille de droite. Elle était tolérante, cette femme. Elle le dit à Jospin pendant le dîner. Elle dit: tu sais, Lionel, mon assistant, vraiment, il n'est pas sérieux. Il sort avec une fille de droite. Alors Jospin me dit: est-ce qu'elle est jolie ou moi? Je dis: oui, elle est très jolie. Et il me dit: tu vois, André, je suis un peu comme toi. Quand on arrive à conquérir une femme de droite, on est doublement victorieux. Et je ressens la même excitation. Et la femme de Jospin, la première, Elisabeth, dit: mais Lionel, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui te prend de parler comme ça? Voilà, ça c'est mon premier souvenir un peu personnel avec Lionel. Non, mais c'est intéressant. Bon, donc il savait fendre l'armure et en parler. On avait parlé. Il y avait des sujets sur lesquels il était moins sectaire. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Cette part, alors d'ailleurs, une petite précision sur le trotskisme, parce que tous les uns et les autres qui nous écoutent ne savent pas forcément de quoi il en retourne, mais tous les trotskistes ne font pas forcément de l'entrisme, me dit-on. C'est vraiment la marque du lambertisme. Oui. D'ailleurs, c'est le reflet d'un mouvement dont le fondateur Boussel avait décidé de changer de nom, Lambert. Oui. Et c'est vrai que toute une carrière au service de la dissimulation d'identité, ça dit quelque chose forcément de alors personnalité. Quand on parle de l'intégrité de Jospin, de sa probité, je pense qu'on parle surtout de son rapport à l'argent public. Il était d'une rectitude morale et donc financière, si j'ose dire, totale. Il n'était pas intéressé par l'argent. Comment ? Pas tout à fait. Moi, je me souviens que lors de la première loi d'auto-amnistie des délits politico-financiers, datée du 20 juillet 1988, il est monté à la tribune de l'Assemblée nationale pour se plaindre que les juges aillent fouiller dans les comptes du Parti socialiste. C'était l'époque des grandes affaires. C'était lui qui était monté pour défendre son mouvement contre les juges qui ont mais là, c'était l'affaire urbaine. C'est pas personnel. Non, c'est pas personnel. Oui, mais personnellement. Enfin, c'est pas personnel. Je te rappelle quand même qu'il est le seul homme politique. On dit de lui qu'il est protestant et quand on dit ce mot-là, ça veut tout dire généralement. Un peu comme Rocard. Un peu comme forme de rigueur. Bon, après, il y a le bilan politique. Donc, le bilan politique, en 1981, François Mitterrand est élu président de la République et il devient premier secrétaire du Parti socialiste. Ça, c'est une partie importante de sa vie, mais après il sera au pouvoir surtout. Et ministre de l'Éducation nationale, 1989, l'affaire de Creil, qui restera, forcément, il ne prend pas la mesure de ce qui se passe avec ces deux jeunes femmes, on le rappelle, qui arrivent voilées un jour à l'école, et ils disent au Conseil d'État, je crois, de décider, alors qu'il y a une tribune importante qui sera écrite dans le Nouvel Observateur par Alain Finkielkraut, par Elisabeth Fontenay, par Régis Debray, et par une quatrième, Elisabeth Badinter. Et on parle, Régis Debray parle de cimetière de l'école publique ce jour-là. C'est un jour de grande défaite. Et ils ne prennent pas la mesure qu'on ne vient pas à l'école avec le voile. Il ne prend pas cette mesure. Lui et tous les autres, et moi y compris, on a sous-estimé le risque de l'entrisme islamique, pour ne pas dire islamiste, dans l'école publique. C'est ennuyeux quand même, parce que c'est... Mais qui à l'époque a vraiment... il y en a beaucoup. La preuve, je vais vous citer Alain Finkielkraut, Elisabeth Badinter, c'est pas n'importe qui. Professeur de Creil. Et je parle pas de Jean-Marie Le Pen pour ne pas vous froisser, parce qu'il était très à droite, mais le professeur de Creil. Et surtout ce professeur, le proviseur, surtout dans une école où il y avait toutes les nationalités. Et c'était une école où il entendait que tout le monde s'entende et il y avait une entente à condition que les questions religieuses soient restées privées. Et en plus, la gauche laïque, c'est ça qui est invraisemblable. En fait, la soumission de la gauche laïque à la religion musulmane est un mystère absolu. Alors, il y a des raisons.
C'est-à-dire qu'effectivement, on ne voulait pas brusquer, il y avait l'espace médiatique. En fait, t'apparaissais comme un raciste, pour dire les choses. Bien sûr, oui. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est toujours le cas aujourd'hui. Oui, c'est toujours le cas. Un islamophobe. Mais Pascal, le mot n'existait Non, le mot n'existait pas. Mais t'es raciste. T'es raciste. Mais bien C'était sûr. ça l'idée. T'es raciste si tu n'acceptes pas l'autre tel qu'il est. J'ai écouté Glavany tout à l'heure, il était chez Pierre de Villeneuve sur CNews. Glavany, très laïque, très proche de Jospin. Il a expliqué qu'à l'époque, et Jospin lui l'a confirmé il y a quelques mois, à l'époque, on a demandé au Conseil d'État, le gouvernement a demandé au Conseil d'État de se prononcer sur cette affaire. Le Conseil d'État a été très tolérant. Et lorsque l'avis du Conseil d'État est revenu chez Jospin et au gouvernement, Jospin et le gouvernement ont dit on s'attendait à plus dur de la part du Conseil d'État. Mais c'est au gouvernement, c'est pas au Conseil d'État. Pardonnez-moi, c'est aux politiques. C'est un choix politique. Ils se sont trompés et lourdement trompés. Alors quand tu t'es trompé là-dessus, tu t'es trompé sur les 35 heures, tu t'es trompé sur l'AME, tu t'es trompé globalement sur tout, ça fait beaucoup. Non, ne mélangez pas tous les sujets là. Mais je mélange pas tout. Les conquêtes sociales, c'est autre chose. Mais de quelle conquête sociale vous parlez? T'as expliqué aux gens qu'il ne fallait pas bosser et tu as aujourd'hui les résultats. La réduction du temps de travail, c'est dans l'histoire de la gauche. C'est séculaire. Mais ça veut pas dire que c'est une bonne idée. 16h36. Et la parité et la CMU. 16h26. C'est pas grave de se tromper. Ça arrive à tout le monde. Mais bon, c'est la gauche, c'est plus quand même efficace encore. Bien sûr. En fait, toutes les décisions qui ont été prises, en plus dans un moment où vous aviez Thatcher et Reagan dans les années 81, nous on a pris l'exacte position contraire. On en paye aujourd'hui sur l'immigration. En fait, on paye les factures en même temps, pour reprendre une formule de Jean-Claude Dacier. On paye toutes les factures en même temps 40 ans après.